Ce dépotoir a été fermé parce que nous mettons l'accent sur la couleur du bon miel. Les gens se posent cette question. Tous les services qui accueillent, on ne voit pas circuler les bêtes comme ça, qui sont censés défendre la veuve et l'orphelin. Et quand il y a quelque chose, votre carrosserie, c'est votre peau. Donc, du coup, je pense véritablement qu'il ne faut pas perdre du temps sur des revendications, excusez-moi, qui n'en valent pas la peine. Les gens se lèvent le matin à 7 heures, ils disputent la route avec les gros camions. Les surcharges sur les tricycles, on en voit tous les jours. Actualité politique, art, culture et sport, société, croissance économique, santé, éducation, environnement, développement durable. Tout le Togo au quotidien des grandes villes et localités les plus reculées. Canal FM, la radio qui est plus proche de vous. Canal FM. Je suis toujours très heureux de vous retrouver à partir de 11h pour l'émission Club de la Presse. Je suis très heureux de ce que vous ne manquez pas au rendez-vous. Nous aussi, nous ne manquons pas à ce rendez-vous. Nous sommes au mardi 5 mars de l'année de grâce 2024. Il est 11h, passé de quelques instants sur votre radio, la nouvelle génération. Et merci de nous choisir pour ce deuxième numéro de l'émission Club de la Presse pour le compte de cette semaine. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Vitog Tomega est à la mise en onde. Je suis Pascal Lossou au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires, notamment Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix à Takpame, Central FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Daban. Vous avez aussi le privilège de nous suivre partout dans le monde entier grâce à nos différentes plateformes digitales et aussi nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Les Bénins. Lors de la presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, le débat et l'analyse de l'actualité d'ici et d'ailleurs. C'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi, journaliste déjà en studio avec moi, Isidore Akolo. Bonjour. Bonjour Pascal, bonjour confrères au plateau, bonjour à toutes et à tous. J'espère que tu as bien démarré la semaine. Togolaisement bien. D'accord, togolaisement bien, ça se comprend. Eric Johnson, bonjour. Bonjour Pascal, bonjour chers collègues, bonjour chers amis auditrices et auditeurs de Canal FM. Et la semaine bien débutée? Oui, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, c'est très important. Je pense que par la grâce de Dieu, Sam Diobo aussi a bien débuté la semaine. Sam, bonjour. Bonjour Pascal, bonjour aux confrères en studio, bonjour aux fidèles auditrices et auditeurs de la nouvelle génération. D'accord. Alors, c'est vrai, nous le savons très bien que nous sommes au mardi. Mardi, nous parlons culture. Eric, vous savez bien le faire. Vous nous donnez même d'ailleurs des sujets de culture à débattre chaque mardi. Alors, nous commençons par la littérature. Littérature, vous écrivez ce matin, Kani Alem célébré par ses amis, sa réaction. Alors, des amis de Kani Alem qui ont écrit sur lui pour l'honorer, lui rendre hommage en son vivant, bien sûr. Et vous avez également publié sa réaction à propos alors de cet ouvrage. Oui, effectivement, Kani Alem Dioro, il n'est plus à présenter. C'est le gros homme de l'université de Lomé, très agile et très présent dans toutes les manifestations universitaires, aussi bien diplomatiques que générales. C'est un monsieur qui est très ouvert et qui a beaucoup d'amis. Vous le verrez toujours en conciliabule avec ses amis, qui veut discuter avec lui, qui veut réfléchir avec lui ou même qui veut papoter avec lui. Kani est prêt à recevoir tout le monde et à partager ses connaissances. Et donc, c'est le jeune éditeur, le président des éditions Continent, qui a essayé de faire quelque chose sur Kani Alem Dioro. Mais dites-vous, quand il a commencé, il a rencontré plusieurs amis de Kani Alem Dioro et
il leur a demandé de garder le secret. Et ce secret a été gardé pendant tout un an. Et aucun de ses amis n'a essayé de dire quoi que ce soit à Kani. Et finalement, ils ont écrit. Et donc, sous la direction justement de Sébastien Vandoli, qui est le directeur des éditions Les Continents. Et donc, ce livre est sorti en pleine édition de la Cannes. Et Kani Alem Diolo a découvert cela quand Vandoli lui-même a écrit sur sa page Facebook comment il a réussi à faire ce livre-là à l'insu de Kani. Et donc Kani était très ému et il les a remerciés. Et toutefois, comme on le lui connaît, il a essayé d'écrire en tout 4 phrases, mais des phrases qui en disent beaucoup. Il dit par exemple que c'est vraiment osé de sortir un livre en pleine Cannes quand les gens se battaient pour avoir des billets d'entrée à la finale de la Cannes à 900 000, mais son livre est passé inaperçu. Ça veut dire que nous faisons beaucoup plus attention aux autres loisirs en oubliant la littérature. Et au-delà de tout ça, il a dit quand même que lui, et Kani Alem Diolo, il se réjouit de ce que ses amis ont pu garder le secret pendant un an et que finalement, ils ont essayé de le peindre à travers ses œuvres. Et vous n'êtes pas sans savoir que Kani Alem Diolo, Kani Alem aujourd'hui, est prix littéraire de l'Afrique noire. Kani, avec son titre Coca-Cola Jazz, il a écrit beaucoup de romans, beaucoup d'essais et beaucoup de nouvelles. Il a même écrit avec plusieurs personnalités de la littérature africaine et mondiale. Et aujourd'hui, Kani Alem Diolo, Kani Alem est professeur à l'université de Lomé et il est lui-même nanti d'un doctorat et il essaie, dans la mesure de sa possibilité, de transmettre toute sa connaissance aux étudiants de l'université de Lomé. Et donc, je dis, ce livre-là va sortir, comme l'a annoncé le directeur des éditions Les Continents, à mi-mars. Et donc, c'est pour bientôt, donc, au prix de 8 000 francs CFA. Et donc, comme on le dit, nous ne célébrons pas nos personnalités de leur vivant. Mais ça va rester dans les annales de la littérature togolaise et pourquoi pas internationale, car Kani Alem est un homme très adulé au plan international. Il est le shepherd du Togo auprès de la francophonie. D'accord. Isidore, c'est vrai que quand on prend l'université de Lomé, l'université a pris vraiment cette résolution de célébrer des éminents professeurs déjà en leur vivant et puisque Eric l'a dit tout de suite, c'est vrai, depuis un moment on a constaté quand même que nous ne célébrons pas nos talents, nous ne célébrons pas ceux qui font vraiment des choses pour le pays des merveilles, justement pour le pays. Kani Alem Diolo, voilà, Kani Alem Tougou, bien sûr, mérite vraiment cet hommage. Ça, c'est le nom de plume. Mais j'ai connu Kani Alem Diolo avec Ficos, Kossi et Fui. Oui, ils étaient, je ne dirais pas nous sommes peut-être de la même promotion, mais ils étaient nos devanciers quand on était au campus. Bref, c'est un talent. Il a poursuivi après l'université de Lomé et a fait son doctorat. Il est revenu. Il est plus culturel. Il faisait le théâtre au Centre culturel français avec l'ancien directeur Kessier. C'est là où je les ai connus avec Kossi et Fui et d'autres personnes. Donc,
il a su évoluer et a trouvé des postes politiques, je vais dire, puisque aujourd'hui, il fait partie des ponts du pouvoir, domaine culturel. Et si Vondoli, qui a fait avec moi, Sébastien, après a retrouvé ses talents, puisqu'il fut journaliste, ça beaucoup de gens l'oublient. Et quand il était avec moi, il animait les livres, il est plus poète. Et je lui disais qu'il s'est trompé de vocation. Et finalement, il a créé sa maison d'édition, Le Continent, qui a produit beaucoup d'œuvres. Si aujourd'hui il se met à écrire et à faire, c'est pas si c'est, comment dirais-je, ce sont des témoignages ou biographies de la personne, je n'ai pas encore l'œuvre. Sauf que, à sa place... Le titre, c'est Parcours, œuvre et traces. Okay. Kani Alem Dioro, Kani Alem, Parcours, œuvre et traces. Le hic, c'est que il n'a pas trouvé le bon timing pour parler de cet ouvrage. Et quand il a relevé que c'est passé inaperçu, en bon communicant, puisqu'il est communicant aussi, il aurait pu choisir un bon timing pour parler de cette œuvre et qui ne serait pas passé inaperçu. Chapeau à lui, c'est un bosseur qu'il continue. D'accord. Sam, tel que je posais la question maintenant, on a besoin vraiment de célébrer nos talents en leur vivant. Oui, célébrer les talents de leur vivant pendant qu'ils sont encore en vie, je pense que c'est une chose importante. Et Kani Alem, mes confrères, mes prédécesseurs l'ont déjà évoqué, c'est quelqu'un qui est dense, culturellement parlant. Non seulement du haut de sa forme, il est imposant, mais dans sa tête aussi, culturellement parlant, il est imposant. Et je ne pense pas que le Togo puisse compter 3 ou 4 de ses fils dans le domaine de la culture sans citer le nom de Kani Alem. C'est quand même une fierté nationale. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, si ses pères, notamment les Sébastien Vondoli et autres, ont décidé de lui rendre hommage, ça devrait aussi être au haut sommet de l'État. Parce que, souvenez-vous, Kani Alem, je ne sais pas s'il l'est toujours, mais il a été représentant personnel du chef de l'État au Conseil permanent de la francophonie. Il est toujours. S'il est toujours, je pense que c'est quand même un titre je crois assez... que c'est celui qui a remplacé Jibida. Ah, d'accord. Tu vois, donc moi je pense que déjà, au haut sommet de l'État, on lui reconnaît ses talents. Et aujourd'hui, si ses pairs le reconnaissent aussi en le consacrant un ouvrage, je pense que c'est une très bonne chose. Mais comme tu le dis, moi je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut pas qu'on attende que les gens décèdent avant de venir dresser des tribunes où des gens vont se succéder devant les pupitres pour faire leurs éloges. Il vaut mieux le faire pendant que ces gens sont vivants. De leur vivant, on le fait. Et mieux, quand ils vont mourir, ils vont se sentir heureux. Tout à fait. Alors, Eric, je pense, oui. Je pense que parfois, c'est les talents même qui ne se décident pas. Parfois, vous allez les rencontrer pour leur dire, écoutez, vous avez fait beaucoup de choses au nom de ce pays-là. Nous souhaiterions quand même faire un petit truc sur vous. Ils vous disent tout simplement, attendez. C'est la discrétion. C'est peut-être une question de culture aussi. Parfois, c'est nous qui n'osons pas aller vers ces gens-là pour leur demander, voilà, est-ce que nous pourrons faire quelque chose? Je vais vous dire une petite anecdote. J'étais allé voir feu président Nachamba, paix à son âme, et j'ai dit, Nassibé Yadema n'est plus. Vous qui l'avez connu, est-ce que nous pourrons quand même essayer de faire quelque chose sur sa personnalité? Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, même, il m'a donné une idée que lui seul ne peut pas faire l'affaire. Il faut que je joigne d'autres personnalités. Et on a décidé de voir Edem Kodjo. Et malheureusement pour nous, au moment où on allait tout commencer, Edem Kodjo est décédé. Je pense que... Et vraiment, ça a été un coup dur pour nous. Et Nachamba aussi était un peu
rentrait dans une période de cécité et il ne voyait pas tellement bien. Et donc, tout ça là a anéanti cet élan qu'on avait pris. Il parle des hommes politiques. Moi, je vais plus parler des hommes de culture. Vous connaissez Haïté Dinefa? Bien sûr. C'est un journaliste de Radio Lomé et un artiste de la chanson. Beaucoup d'œuvres sont passées par lui. J'ai tenté maintes fois de faire son portrait ou de le rencontrer pour parler de lui. Il dit qu'il n'a plus du domaine mondain. Il est devenu tellement religieux. C'est lui qui a chanté Agbana et Affidément des Sons. C'était beaucoup d'œuvres. Aujourd'hui, il dit que bon, il ne peut plus même reprendre ses chansons, qu'il est du domaine gospel maintenant, mais il n'a rien produit en termes gospel, à ce que je sache. Mais au moins qu'on parle de lui pour ses œuvres. Voilà les difficultés que nous avons, et c'est pour embrayer, donner de l'eau au moulin de mon confrère qui dit que parfois c'est les personnages même qui ne veulent pas qu'on parle d'eux. Est-ce que c'est la discrétion ou l'humilité quand on décide alors qu'on ne parle pas alors de nous, tandis que nous faisons déjà quelque chose, nous laissons des traces? Non, je crois que la méthode adoptée par les Sébastien Vondoli pour surprendre Kani Alem, je crois que dans ce cas de figure, c'est ce qu'il faut. Par exemple, l'artiste ou le promoteur culturel dont parle Isidore, il vaut mieux rencontrer son entourage. Et c'est selon le narratif qu'on vous sert, sur la base de ça, vous allez faire un premier draft. Lorsque vous lui soumettez, là, lui-même, il est obligé de mettre le stylo dedans pour corriger ce qu'il peut juger d'imperfection. Quand Eric parlait de Gnassingbé Yadema, au temps de Gnassingbé Yadema, Eric était déjà journaliste. Pourquoi il n'a pas tenté un truc avec Gnassingbé Yadema et il a voulu que ce soit ceux qui l'ont côtoyé qui parlent de lui? Donc, il y a certaines personnes qui n'aiment pas trop qu'on les mette sur la vedette ou qu'on les mette sur le piédestal, mais qui veulent beaucoup plus que ce soit d'autres qui parlent à leur place ou que ce soit d'autres qui prennent des initiatives. Ça peut être par humilité, ça peut être aussi par discrétion. Célébrons nos talents de leur vivant, c'est très important. Oui, ici, par rapport à Kani Alem, Vondoli a décidé de faire juste son parcours littéraire. Et donc, c'est pour ça qu'il a rencontré des gens qui ont eu à travailler avec lui, des gens qui ont eu même à critiquer ses œuvres littéraires. Et c'est là où il a essayé de rassembler tout cela pour en faire un livre. Maintenant, si on doit faire le portrait de Kani Alem, il faut forcément le rencontrer. Parce que, autrement dit, connaître quelqu'un ne suffit pas pour parler de lui. Imaginez-vous, Kani, dans sa réponse, a dit « Mon moi est littéraire, mais mon soi est banal ». Ça veut dire que si vous voulez parler de Kani, il faut prendre les deux pans, c'est-à-dire le moi et le soi. Et donc, Vondoli a décidé de faire ceci uniquement pour parler des œuvres littéraires de Kani Alem. Je crois qu'ils ont rencontré aussi Togwata Pedoama, et bien sûr, qui fut son, excusez-moi les termes, son professeur. Son professeur. Isidore, celui-là qu'on n'a pas pu célébrer avant sa mort le 28 février dernier, je pense bien que c'est Madatina Agboto, qui a une figure respectée alors du théâtre et de l'autodérision. Et finalement, vous connaissez bien quand même cet acteur culturel, ce grand acteur, j'allais dire. Oui, je l'ai connu quand il était professeur de français à Boca, Sujet Boca. Et il s'essayait dans, comment dirais-je, le théâtre. Et il portait les redingotes à l'époque. Lui seul, il animait une scène. Lui seul. C'est quelqu'un qui a du talent et multiple voix. Et je veux dire que c'est un chroniqueur de voix. Il peut faire la grosse voix. Il animait même une émission sur Radio Lomé. Oui, oui. Mais écoutez,
aujourd'hui, moi, il a laissé, ne serait-ce qu'un jingle au niveau d'une radio sœur, pour ne pas normalement la citer, c'est, comment appelle-t-on, qui est au niveau de... Radio Victoire? Non. Et en allant à Togo 2000. Zéphyr. Radio Zéphyr. Les dimanches. Il y a longtemps, très longtemps, c'était Agbocho Magatina. Flashback. Au moins, c'est ça qui reste aujourd'hui comme souvenir de Agbocho Magatina. Quand il pose la voix dans les spots, et il peut parler le français, il peut parler le français anglais. Il y mettait toutes les voix. C'est un talent qu'on a perdu. Je n'en vois plus aujourd'hui. Paix à son âme, mais il est mort dans l'anonymat. C'est ce qui est dommage. J'ai appris que, il était grabataire, mais ça n'allait pas, mais personne n'a songé à lui. Oui, je pense qu'il n'est pas le seul à mourir dans l'anonymat. Ils sont encore un certain nombre. Gaglo et consorts, ils sont morts aussi dans l'anonymat. Cela repose même la question de la vie des artistes après quand ils quittent la scène. C'est-à-dire que pendant qu'ils sont encore sur le podium, ils ont servi le pays parce qu'ils ont contribué à créer le sourire et ils ont fait de l'humour leur profession. Il faut aussi qu'au niveau de l'État, qu'on pense à ces gens-là. Le jour où ils n'auront plus du talent, qu'est-ce qu'il faut leur réserver afin qu'ils ne finissent pas comme ce que Isidore est en train de dire. D'accord. Eric, est-ce que vous pensez vraiment que, tel que Sam l'a dit maintenant, il y a un travail qui est fait au niveau de ces artistes, même quand ils quittent la scène? Un travail fait à quel niveau? Oui, par rapport à la célébration, même d'ailleurs, ou surtout même sur le plan financier, pour que du moins ils puissent vivre. Voilà. Tout ça, c'est un peu difficile. Aujourd'hui, je pense que le fonds d'aide à la culture qu'on a mis en place doit forcément penser à l'après de tous ces artistes-là. Vous savez, on parle de Kani Alem, il a un diplôme en sémiologie de théâtre et il a un doctorat en littérature comparée. Celui-là, il a commencé par faire la scène. Il a écrit beaucoup, il a repris beaucoup de littéraires et qu'il a mis en scène. Mais demain, quand celui-là sera à sa retraite, quand il n'aura plus d'activité, vous savez, nous sommes des vivants, nous sommes des humains, tout peut nous arriver à tout moment. Est-ce qu'on pense déjà quand même à comment rétablir ce monsieur-là? Et donc je pense que le fonds d'aide à la culture mis en place par le gouvernement doit aussi servir quelque part à venir en aide à ces artistes-là, à ces célébrités-là qui sont en train de s'éteindre dans l'anonymat, comme on a dit pour Agbocho Magatina, comme plein d'autres. Moujine Costaud, Gago, tout ça, qui sont partis. Mais à la fin, c'est leur famille. Qu'est-ce qu'elles sont devenues? Il faut forcément qu'on prévoie quelque chose dans ce fonds-là pour aider ces célébrités. Et voilà, Isidore, on a besoin vraiment de prévoir quelque chose pour aider ces artistes, surtout qu'aujourd'hui, quand on voit ces artistes, quand ils quittent la scène, c'est comme si ça ne marche plus en tant que tel. Oui, c'est une décision politique qu'il faut prendre sous d'autres cieux, ça existe. À Abidjan et en Côte d'Ivoire, ça existe. Si, qu'on appelle-t-on, Feu Boigny a pu loger et l'autre là, ce n'est pas Baïspito, l'autre là à l'hôtel durant toute sa vie, ce n'est pas pour rien. Et après son décès aussi, il a entretenu sa famille. Donc ça n'existe pas chez nous et c'est bien dommage. Et moi, ce que je regrette, vous prenez quelqu'un comme Agbocho Magatina, c'est un jongleur de voix. Il peut transmettre ce talent à d'autres.
génération, il n'a pas su le faire parce qu'il n'y a aucun cadre qui va lui permettre de transmettre ça. C'est ça le gros du problème que nous avons. Il va falloir que, au niveau du haut du sommet, qu'on puisse, de l'État, on puisse penser à ces artistes. Leur retraite, c'est important. Quand vous parlez du fonds d'aide à la culture, je ne pense pas que ça soit destiné à ça. Non, c'est pas destiné à ça. Je dis une ligne. Et c'est tout comme en sport, hein. Dans d'autres disciplines aussi, il y a des gens par qui aujourd'hui on peut parler du Togo. Mais quand ils finissent leur carrière, ils deviennent quoi? Il faut qu'on pense à tout ça. Il y a un fonds de sport qu'on vient de mettre en place. Il faut prévoir tout ça, une ligne, créer une ligne pour dire au moins chaque année nous laissons 1 million, 2 millions pour venir en aide à ceux qui en auront besoin. Et évidemment, regardez, il y a des joueurs qui sont aujourd'hui désœuvrés. Quand vous le voyez en ville, vous vous demandez, mais celui-là, il a porté le maillot national. Et certains qui sont devenus même des vendeurs de carburant. Et bien voilà. Et donc, c'est à tout ça là, il faut penser à toutes ces célébrités. Oui. Comme nous y sommes, je vais penser, je pense, et je lance un coucou à un grand frère, Sanvi Alouassio. Beno. Oui. Un talent célébré aussi. Célébré, à célébrer. Ouais. Il serait dans les 70, il va dépasser les 70 ans. Oui. Donc il est vieillissant. Mais qui pense à lui? C'est lui qui avait commencé, il était allé à Abidjan, il nous a raconté l'anecdote, pour une présentation théâtrale. Et il y avait une panne, c'est là qu'il a dit, mon chant n'a pas de tam-tam. Mon chant n'a pas de tam-tam. Il faisait tous les jonglages pour entretenir la foule. Et c'est de là, il a même enseigné à des Ivoiriens qui sont devenus des grands talents aujourd'hui, qui connaissent Sanvi Alouassio. D'accord, nous allons quitter le sujet culturel. C'est vrai que c'est passionnant, mais nous allons quitter ce sujet. Je souhaiterais vivement. Oui. Vous savez, aujourd'hui, nous disons que nous manquons de moyens pour des productions culturelles. Mais je voudrais demander à nos jeunes frères qui sont dans le domaine de beaucoup fouiller, parce qu'il y a des fonds qui sont alloués un peu partout. Ce matin, on parle du fonds Images de la francophonie qui va s'ouvrir du 1er au 15 juin prochain. Et donc, nous avons essayé de dire à peu près ce que ce fonds-là fait pour ceux qui sont dans le domaine cinématographique. Quand vous voulez faire du cinéma, vous avez des idées, vous n'avez pas de moyens, il faut postuler à ces fonds-là. Et quand la chance va vous s'ouvrir, je pense que vous serez aidé pour vos productions. Il y a beaucoup de ces trucs-là que nous publions justement pour que nos jeunes frères qui veulent embrasser ces carrières-là puissent s'en sortir. Il y a des fonds pour la culture en général. Il y a le Goethe Institute qui a un fonds. Il y a l'Institut français du Togo qui a un fonds. Il y a la francophonie. Il y a l'Union africaine. Et tout ça, c'est des trucs que nous essayons de publier pour que les gens puissent aller vers là. Nous disons que nous n'avons pas de moyens, mais nous avons des talents qu'on peut faire valoir ailleurs. D'accord. Eric, merci beaucoup pour cette information. C'est vrai que au-delà de tout, nous devons aller vers l'information surtout pour arriver à savoir tout ce qui se passe, tout ce qui est là comme fonds pour aider surtout les artistes, bien sûr. Je parle alors des artistes qui doivent aller vers l'information pour avoir cela. Alors, chers confrères, nous savons
Très bien, que déjà le dimanche, nous avons eu une mauvaise nouvelle, et c'est concernant le décès de Agbeyome Kojo. Et il y a beaucoup de journaux qui sont revenus alors sur le sujet aujourd'hui. Actu Express, Isidore, vous titrez à la une de votre journal « La mort a encore frappé à nos portes. Agbeyome Kojo rejoint Monseigneur Fanoko Kodro au pays du grand repos ». Journal Liberté titre à sa une aussi Agbeyome Kojo décède suite à un court malaise. Le journal Medium titre aussi à sa une politique deuil, Agbeyome Kojo passe à l'Orient éternel. Sam Djobo, nous avons appris l'information, c'est vrai que tout au début, ça a commencé par les réseaux sociaux et finalement, c'était confirmé. Le Togo vient de perdre quand même un grand homme. Oui, mais vous savez que Agbeyome Kojo avait été déjà annoncé pour mort en 2020. En 2020, il y avait déjà une information comme ça qui a circulé, comme quoi Agbeyome était décédé. Et donc, ça fait que pour cette fois-ci, les gens ont pris l'information avec beaucoup de pincettes. Il y avait, les gens étaient dubitatifs, les gens se demandaient si ce n'est pas un canular qui est en train d'être servi. Mais ça a commencé timidement à circuler dans la journée de dimanche. Jusqu'au soir, ça a commencé par fuiter au niveau des plateformes WhatsApp et sur les réseaux sociaux. Mais déjà le lendemain de lundi, il y avait la confirmation que l'ancien Premier ministre Agbeyome est décédé. C'est une grande perte pour le pays et nous nous inclinons devant la dépouille pour nous recueillir, demander au Saint-Père de l'accueillir dans son royaume et présenter nos condoléances à sa famille, ses enfants et puis son épouse. Mais je pense que Agbeyome Kojo, on ne va plus refaire l'histoire, mais c'est quelqu'un de brillant que le Togo a connu. Il fut l'un des tout jeunes ministres de la République. Déjà, je crois, avant déjà 32 ans, il avait des postes de responsabilité. Il a été premier responsable ou deuxième, je ne me rappelle plus trop, de la Sonacom. C'était une grosse société de la boîte à l'époque. Après, il a été ministre... commercial. Il était directeur commercial, voilà. Donc, il a été aussi ministre de la Jeunesse et des Sports. Après ça, il a été ministre de l'Intérieur. Et je pense que c'est avec ce poste de ministre de l'Intérieur qu'il a participé à la conférence nationale en 91, où les Togolais se rappellent encore, je crois qu'il y a encore cette image qui circule, où Agbeyome, on l'a vu verser des larmes sur une accusation de Maître Okansé, où il lui demandait des preuves, je crois qu'il s'était agi d'un assassinat ou des assassinats, et donc il demandait des preuves. Tentative, voilà. Donc il a versé de chaudes larmes, et dans sa réplique, il disait que lui, il est au service d'un homme. Lui sert le président de la République. Et donc, pour dire que Agbeyome Kojo, aujourd'hui, on peut lui donner une étiquette pour dire qu'il est un opposant, mais moi, je pense que Agbeyome Kojo a été un grand artisan du régime RPT. Il a été de ceux qui étaient très proches de Gnassingbé Eyadema. À un moment donné, même, beaucoup prédisaient qu'il devrait être le dauphin de Gnassingbé Eyadema. Et donc, après les postes de ministre des Sports, ministre de l'Intérieur, il a même été président de l'Assemblée, ensuite Premier ministre. Et je crois qu'il est tombé en disgrâce après la publication de son manifeste ou de son brûlot, selon le côté où on se trouve, qu'il avait baptisé « Il était temps d'espérer ». Où il avait demandé des réformes au sein du parti au pouvoir avec son compagnon d'infortune Daokou Péré. Et donc moi je pense que Agbeyome Kojo sur toute la ligne, au temps du RPT, c'est quelqu'un qui a travaillé pour l'enracinement du RPT, même avec UNIR. Moi, je ne pense pas que Agbeyome Kojo peut être un opposant qu'on peut loger à la même enseigne que d'autres opposants. Parce qu'après la création de son parti en 2008, il a créé le MPDD en 2008. Agbeyome Kojo était de la délégation togolaise qui a participé à l'Expo Milan en Italie. Ensuite, en 2010, après la présidentielle, où l'ANC ou le FRAC, je crois qu'il y avait un regroupement qui revendiquait la victoire, c'est Agbeyome qui était de ceux des candidats qui a demandé à ceux qui revendiquaient la victoire d'apporter des preuves. Et donc, moi, je pense que Agbeyome, quoi qu'on dise... C'est plutôt 2015. C'est en 2015, voilà. En 2010, c'est lui qui avait dit que Fabre a gagné les élections. Voilà, donc en 2015, il a demandé à Fabre et à sa coalition de fournir les preuves qui attestaient qu'ils ont gagné. Donc, quoi qu'on dise, je crois que c'est une grande perte pour le pays. Même au-delà de ça, c'est un expert. Il a des connaissances en droit maritime et dans la gestion même du port. Il a été directeur général du port. Et c'est à ce titre, d'ailleurs,
que 6 ans. 6 ans durant. C'est à ce titre que lors du sommet sur la sécurité maritime, il a présenté un panel très apprécié par les participants à ce grand événement. Et moi, je pense que Agbououmé, c'est quelqu'un quand même qui a servi le pays. Et c'est quelqu'un pour qui le Togo doit pleurer, et le Togo a vraiment perdu un grand homme. D'accord. Isidore, le Togo a perdu un grand homme d'État, diront certains. Évidemment, c'est pourquoi on interpelle le président de la République pour qu'il puisse amnistier tous ceux qui sont à l'extérieur. Parce que ça ne nous fait pas honneur. Dire que des Togolais meurent en exil, ce n'est pas une bonne presse pour le Togo, alors que c'est le Togo qui est dans toutes les sources de négociation, comment dirais-je, de faire de sorte que nos voisins ne soient pas sanctionnés et autres. Et au pays, on n'arrive pas à trouver cette dynamique. Moi, je connaissais Agbououmé en tant que nos devanciers. Il est mon aîné de 10 ans. Et j'avoue que c'est l'un des jeunes que nous adulons, qui était revenu. Il a fait ses études au pays et il a trouvé une bourse parce que c'est avant tout un membre influent du Monesto. Peut-être vous ne connaissez pas ce mouvement. Bien sûr. Du Monesto, qui est une aile marchande, du RPT et membre du comité central et en concurrence avec l'AETB, qui est l'aile du Togo pour les étudiants qui résident sur le territoire, et Monesto, c'est pour les étudiants qui sont à l'étranger. Donc, pratiquement, quand tu es dans ces configurations, c'est eux qui sont l'ossature de la GRPT. Si on dit qu'il est tombé dans de bonnes grâces, c'est parce qu'il a bien milité dans le RPT. Et je le vois en concurrent avec un certain Victor Kaouéhé, qui était tout revenu. Quand lui, il était... directeur de l'UTB. Non, fondé de pouvoir. Ouais. Celui qui avait été assassiné, c'est ça? Non, il est toujours là. Il est toujours là. Mais il y avait un Gaston Aidé aussi qui avait... Oui, Gaston Aidé. Je parle de Ehé. Kaouéhé. Donc, c'est les jeunes qui étaient venus brillants, sortis des universités européennes, et en qui le général Gnassingbé croyait, et il a mis Agbououmé à son accord en tant que directeur commercial, et Kaouéhé en tant que fondé du pouvoir à la BTD. C'est comme ça qu'ils ont évolué, et progressivement, Agbououmé a su gravir les échelons jusqu'à ce que je ne vais plus reprendre l'histoire. Et c'est comme ça. Bon, moi, je pense que c'est une grosse perte pour le Togo. Il a occupé toutes les sommités et il a cette envie, il le disait, à qui veut l'entendre, qu'il ne reste que le poste de président de la République. Et oui, c'est quelqu'un que nous avons fréquenté. On sait, il dit les choses telles qu'elles sont. Et paix à son âme. D'accord, paix à son âme. C'est une grosse perte. D'accord. Et Eric, est-ce qu'on peut comprendre, ou bien comment vous expliquez le fait qu'il y a Monseigneur Fanoko Baudreau qui est décédé il y a de cela 2 mois, et on apprend aussi le décès alors de Agbououmé Kodjo, et tous les deux sont décédés en exil. On dit que c'est Dieu qui a donné, c'est lui qui a repris. Nous sommes des humains, nous ne sommes pas dans les secrets des dieux pour savoir pourquoi ça s'est passé comme ça et en cette période-là. C'est Dieu qui sait pourquoi il leur a repris leur âme en ces temps-ci. Si nous voulons parler d'Agbououmé, Agbououmé Kodjo, c'est un fin politicien. Agbououmé Kodjo, c'est quelqu'un qui est capable de discuter avec vous sur le même sujet pendant toute une journée,
cherchant toujours à vous convaincre. Agbeome Kodjo, je crois que si des gens doivent forcément regretter son décès, c'est surtout dans le camp présidentiel. Parce que ces réflexions réveillent plus d'un sur des situations critiques de notre pays. Pour avoir été au cœur du pouvoir, Agbeome regarde toujours le danger qui pointe à l'horizon. Il anticipait toujours. Il connaît la réalité du pouvoir. Il connaît et tout ça. Je pense que ça fait la deuxième fois que Agbeome est parti en exil. Et cette seconde fois lui a été, disons, fatale. La première fois, c'était parce qu'il avait eu des soucis avec un certain Ernest Gnassingbé, paix à son âme. Et cela nous avait emporté aussi. On s'est retrouvés en exil. Moi, j'ai quitté le Togo un 5. On laisse. Il est un disciple de. On laisse Eric. J'en viens. Je dis que c'est ouvert. Moi, je quittais le pays le 5 juin 2002 et Agbeome est parti 22 jours plus tard, c'est-à-dire le 27 juin 2022. 2002, par rapport à cette information qui faisait état de menaces proférées par Ernest Gnassingbé sur la personne du Premier ministre. Quand on dit le Premier ministre est menacé de mort par un officier supérieur des FAT, c'est l'information qu'on avait donnée, qui a été reprise une semaine plus tard par mon collègue Basile Arnaud, et qui a dit, qui a nommément cité Ernest Gnassingbé. Ernest Gnassingbé menace de mort le Premier ministre Agbeome Kodjo. Ça lui a valu. La prison. Ce que ça lui a valu. Voilà. 2 mois et demi de prison et nous autres, l'exil. Mais vous allez comprendre qu'en son temps, Agbeome était déjà dans la dynamique de changement. Puisque son pamphlet « Il est temps d'espérer » était sorti quelque temps seulement avant cette histoire. Et dites-vous, en son temps, il était toujours avec... nous, on les appelait des frères siamois, d'Aokou Péré. Et donc, leur idée, c'était pas d'affronter le RPT, mais plutôt de faire des changements profonds au sein du parti. Des réformes au sein du parti. Et donc, ça n'a pas été bien compris, tout simplement parce que lui-même, il va reconnaître quelque temps après, bon, qu'il s'était mal pris. Parce qu'il y avait d'autres canaux par lesquels il pouvait opérer ces changements au sein du parti. Bref, aujourd'hui, Agbeome Kodjo n'est plus. Qu'est-ce que nous allons retenir de l'homme? Quoi qu'on dise, aujourd'hui, il est dans la posture d'opposant. Mais, globalement, je pense que c'est quelqu'un qui voulait que les choses changent. La façon de gouverner, que ça change. Je crois que il n'a pas forcément réussi parce que son combat s'est arrêté depuis le dimanche dernier. Et donc, nous disons tout simplement paix à son âme. Et Cham, comment on peut comprendre le fait que déjà, quand on prend cette lutte de l'alternance
avec Monseigneur Fanko Bodro et aussi avec Agbeyome, on comprend finalement qu'ils n'ont pas pu goûter à l'alternance avant de partir. Oui, bon, ils auraient pu goûter à l'alternance s'ils avaient véritablement gagné les élections selon les résultats officiels qui ont été publiés. Ils n'ont pas gagné, c'est pourquoi ils n'ont pas goûté au fruit de l'alternance. Pour répondre à ta question. Ouais. Maintenant, pour reprendre vraiment Gabriel Agbeyome Kodjo, on a déjà beaucoup parlé de lui, hein, mais je crois que sur la parenthèse de 2020, il faut reconnaître que c'est parce que c'est Kodjo qui l'a présenté, c'est la carrure ou le charisme de Kodjo qui lui a permis d'avoir le score qu'il a eu. Vous savez très bien l'influence que Kodjo avait déjà sur le monde catholique, lui-même monseigneur émérite, prélat de son état, et les conditions où il a su mailler au niveau de l'église, et c'est ça qui a donné plus de voix à Agbeyome Kodjo. Parce que en temps normal, dans le conscient de, comment on dit, dans le subconscient ou dans la mémoire collective de tous les Togolais, quand on déposait Agbeyome Kodjo et Jean-Pierre Fabre en termes d'opposition, je ne suis pas sûr que Agbeyome Kodjo, s'il n'avait pas l'onction de Monseigneur Kodjo, devrait faire un score plus éloquent que celui de Jean-Pierre Fabre. Et donc, Monseigneur Kodjo, il a bataillé, il a mouillé le maillot. Lui aussi, il était friand, il avait soif de changement. Et c'est justement pour ça qu'il a motivé ou il a suscité la candidature de Agbeyome Kodjo, parce qu'il estime qu'il fallait mettre quelqu'un qui connaît beaucoup plus le pouvoir en face. Et comme ça, il peut faire le pont entre l'opposition, il peut glaner des voix dans l'opposition traditionnelle et prendre aussi quelques voix au sein des militants du parti au pouvoir. Mais ça n'a pas été le cas. Et moi, je pense que si les deux se sont retrouvés en exil, selon les indiscrétions que moi j'ai eues, parce qu'on est amis à des gens qui sont dans l'entourage de Agbeyome Kodjo, il y avait même des pourparlers qui étaient engagés pour que Agbeyome Kodjo rentre au pays. Il y avait des pourparlers qui sont engagés. Et qu'est-ce qui n'a pas marché? Pour qu'il rentre au pays. Quand on dit des pourparlers sont engagés, ça veut dire que ça n'a pas encore abouti. Ouais. Peut-être que personne ne sait, on n'est pas dans le secret des dieux. S'il était encore resté en vie quelques semaines ou quelques mois, sûrement qu'il serait rentré. Parce que les disgrâces, on en voit un peu partout. Quand on prend le cas de Pascal Bodjona, c'est un pur produit du RPT, après Uni, il est tombé en disgrâce. Mais aujourd'hui, Pascal Bodjona, il est où? Il travaille toujours avec Faure Gnassingbé. Donc on peut tomber en disgrâce, mais ça dépend des faits et gestes ou des actes que vous allez poser. Et c'est ça qui va faire de vous soit un rejeté ou quelqu'un qu'on peut ramener à tout moment pour bénéficier de votre expertise ou de vos expériences. Isidore, quand on prend Monseigneur Fanko Bodro et aussi Agbeyome, ils ont toujours réclamé leur victoire pour ce qui concerne l'élection présidentielle alors du 22 février 2020. Mais ils ne sont toujours pas rentrés en possession de cette victoire jusqu'à ce qu'ils ne partent. Non, jusqu'à ce qu'on les oblige à partir. N'oubliez pas que... Non, quand je parle de parti, je parle de leur mort. Oui, d'accord. Okay. On parle de leur mort. Ouais. Évidemment, ils ont la conviction qu'ils ont gagné et ils ont même formé un gouvernement à l'extérieur, mais ça n'a pas pris. Parce que le pouvoir RPT uni est très enraciné et a des relations. Et je pense que Monseigneur Kodjo, c'est un homme de conviction. Il a dit que tant que Faure Gnassingbé est au pouvoir, lui ne rentrerait pas. Je peux me tromper, mais je crois que c'est ce qui a poussé Agbeyome à ne pas faire des négociations pour rentrer. Parce que Agbeyome, lui, il est politique. Il voit les échéances venir. S'il restait ad vitam en exil, il va perdre le terrain. Et il y a on a des indiscrétions qui font état qu'il négociait son retour au bercail. Mais la seule condition qu'il se taise sur les élections de 2020. Bientôt, nous serons en 2025. Donc, ouais, 2024, il faut qu'ils reviennent se repositionner. Si en temps, son parti MDMP, qui est incarné... MPDD, pardon, qui, quand il était en exil, est tenu par Gérard Adja. Quand on a créé la dynamique... DMP.
pour la... On l'a chassé. Mais il a chassé. Il a chassé. C'est pour rester fidèle aux idéaux de Monseigneur Kodjo. Et je m'amusais à dire que, bon, une fois que Monseigneur Kodjo n'est plus, et Agbeomeme va s'émanciper de ça et revenir le connaissant comme un animal politique, il fera tout pour revenir. Malheureusement, je peux vous dire... Malheureusement que Dieu en a décidé autrement. Agbeomeme n'était pas décidé. Agbeomeme rentrerait au pays, même si ces négociations-là n'aboutissaient pas. Vous étiez sûr? Je vous donne l'exemple de la façon dont il était rentré. En 2005. En 2005. Oui, en 2005. En 2005, oui. On dit il y avait des négociations. Mais Agbeomeme était pressé de rentrer parce qu'il y avait des enjeux politiques. Et on lui avait même demandé d'attendre un bout de temps avant de rentrer. Agbeomeme a dit, niet, je rentre. Quel que soit ce que vous allez me faire, je rentre au pays. Et c'est comme ça qu'il est rentré. Est-ce que là, c'est pas parce qu'il avait une garantie déjà? Quelle garantie? On l'a accueilli, on l'a allé le déposer en prison. C'est pour cette raison même qu'il a été coffré. S'il n'avait pas décidé de rentrer en cette période, les négociations allaient aboutir et il allait rentrer, sans avoir d'autres démêlés avec le pouvoir. Donc, je vous dis, si Agbeomeme n'était pas décédé ce dimanche-là, avant 2025, c'est-à-dire les élections présidentielles, Agbeomeme serait au pays. D'accord. Alors, nous allons parler alors des élections législatives et régionales qui nous attendent le 20 avril prochain. À la une alors du journal Vision d'Afrique, ce matin, le journal a publié l'interview de Atoli Akleso, secrétaire exécutif alors de UNI, qui dit, je lis un extrait alors de son intervention, de ses propos: pour nous, être confrontés à des adversaires en matière électorale est un atout parce que c'est le moment de nous jauger nous-mêmes et de mesurer la confiance que le peuple place en nous. Alors, le journal Actu Express, vous publiez également un article sur l'UFC et vous écrivez, Isidore, incertitude à la participation de l'UFC aux élections législatives et régionales du 20 avril 2024. Alors, on comprend tout simplement qu'il y a déjà la certitude au niveau du pouvoir en place ou du parti au pouvoir pour participer à ces élections, ça c'est évident. Mais vous parlez alors d'une incertitude chez l'UFC, Isidore? Oui, c'est suite à un communiqué publié par Elliot Orin, qui était le deuxième vice-président avant la tenue d'un congrès qui a mis en place d'autres instances. Et ce congrès a été un congrès que lui qualifie d'illégal et illégitime, et le procès est toujours en cours. Et il dit que tant que le verdict n'est pas tombé, personne ne va se revendiquer de l'UFC pour être porte-étendard de ce parti. C'est pourquoi lui, il décide que l'UFC ne va pas participer à ces joutes électorales, les élections à venir, notamment législatives et régionales. Hier, nous étions avec Isaac Tiapé, le porte-parole alors du parti, qui nous a confirmé que l'UFC participera à ces élections et même d'ailleurs les préparatifs sont en cours. C'est ça l'imbroglio. Lui, il parle de texte qu'il y a un conflit en interne et qu'il y a un contentieux qui n'est pas encore tranché. Donc, en principe, s'il y a ce contentieux, tant que ce n'est pas tranché, personne ne doit faire usage. Il parle de droit, mais est-ce qu'il sera suivi? C'est la question que nous nous posons. Parce que nous nous souvenons que quand il était agi d'envoyer des représentants des partis à la Commission électorale nationale, la CENI, ils avaient présenté 2 listes. Et la liste de Elliot Orin a été rejetée et la liste de l'autre là, Sénat Lipui, a été retenue. Bon,
on attend de voir la suite. D'accord. Donc, voilà, l'UFC nous présente, je ne sais comment le dire, je ne veux pas être discoutoir, des faces qui font que, bon, on sent que le parti est profondément divisé. D'accord. On sent que le parti est profondément divisé, c'est vos propos bien sûr. Eric, quand on voit les élections régionales et législatives qui nous attendent, et qu'aujourd'hui, à l'orée même d'ailleurs de ces élections, on assiste encore à ces divisions, je pense quand même que ça ne fera pas du bien quand même pour l'opposition. De quelle opposition? D'abord, c'est la période, hein, vous voyez, je l'avais dit ici, que s'il n'y a pas des échéances électorales, on ne sent pas les partis politiques. La vie politique ne s'anime pas au-delà des élections. Et c'est vraiment dommage pour notre pays. Vous savez qu'il y a un contentieux. Et tout le monde s'est tué. Tout le monde se regardait. Et finalement, on arrive à une période électorale et vous ressortez ces contentieux, vous parlez de justice, vous parlez de ceci et de cela. Mais c'est vrai qu'il y a des divisions au sein de ces partis politiques. Je ne sais pas par quelle alchimie ces partis politiques-là pourront se retrouver et aller à des élections sans souci. Ça va être très difficile. Maintenant, vous dites, vous êtes un parti d'opposition. Ça veut dire que vous allez à des échéances électorales contre le parti au pouvoir. Mais ce qu'on aura sur le terrain, c'est que vous allez vous battre entre vous d'abord. Pendant ce temps, mais vous laissez le terrain à l'adversaire politique, tout simplement. Ça devient un double défi. Hein. Et maintenant, quand on va vous gagner, vous allez sortir des communiqués pour dire que non, on vous a triché. On vous a volé. Mais c'est vos comportements. Vous n'arrivez pas à vous entendre sur le minimum. Quand on dit un parti politique, à ce que nous sachions, c'est comment arriver à céder au pouvoir. Même si aujourd'hui ce sont des élections locales, législatives et régionales, mais c'est à partir de là, comme l'a dit le secrétaire général du NIR, vous vous jaugez déjà à partir de là. Vous voyez en même temps là où ça n'a pas bien marché pour pouvoir mettre les bouchées doubles et conquérir ces terrains-là pour les prochaines échéances. Je ne suis pas d'accord malheureusement avec cette analyse de la chose. Oui, c'est trop simpliste. C'est-à-dire? C'est trop simpliste en ce sens qu'il généralise les choses. On parle de ce qui se passe au sein de l'UFC. Et même ce que Achole vient de dire. Ce que Achole vient de dire. Tu m'as pris la parole. Est-ce que ce qui se passe... Ça vient poser la question pourquoi. Non. Si tu m'as relancé. Tu m'as relancé. Est-ce que ce qui se passe à l'UFC est différent de ce qui se passe au CAR? S'il vous plaît. Est-ce que ce qui se passe à Unir, tout le monde sait? Moi, je pense que l'UFC qui détient aujourd'hui la couronne de chef de file de l'opposition doit se prendre au sérieux parce que même Elliot Orin, Isidore disait qu'il est deuxième vice-président vice-président. Il est vice-président d'un parti, mais un parti, quand il est créé, la finalité c'est quoi? C'est de participer aux élections. Et lorsqu'il y a une élection qui se tient une fois chaque 5 ans, la prochaine fois ça sera dans 6 ans, et le même vice-président demande que son parti n'aille pas aux élections, est-ce que lui-même il se prend au sérieux? Oui. Lui-même il se prend au sérieux? Oui. Non, moi je pense que soit tu es porte-parole de Elliot Orin, on sait que... Mais laisse-nous faire nos analyses, parce que ça n'a pas été facile pour l'UFC de décrocher le chef de file de l'opposition. Aujourd'hui, il est question
pour ce parti de réaffirmer tout le bon, les bonnes méthodes ou les bonnes stratégies que les gens ont pensé de lui, en confirmant sa position de chef de file de l'opposition. Cette élection est une élection très ouverte. Il y a d'autres partis qui viennent. Il y a les ANC et tout ça. La ANC aussi, rappelons-le, a été une fois chef de file de l'opposition. Maintenant que l'enjeu est de taille et que le jeu est ouvert, vous décidez de bloquer vos militants à la maison, de ne pas participer aux élections. Et celui-là même qui demande aux gens de ne pas participer aux élections, lui-même, il a quelle assise? Est-ce qu'il a été élu député au moment où il n'y avait pas de contentieux au sein de l'UFC? Et alors, les gens ont été députés. Est-ce qu'il a été élu? Il n'a pas pu ramener un siège. Donc aujourd'hui, je ne pense pas que les autres, les Sénats les plus que je connais, ils sont droits dans leurs bottes, les Isaac Takwe et tout, ils vont faire la part belle à Elliott Ouin, ou bien ils vont faire ces désiderata pour ne pas aller aux élections. Ces élections-là, si un parti ne va pas à ces élections, c'est que le parti là même signe son arrêt de mort. D'accord. Vous savez, nous n'avons pas une vision paltoquée de la chose. Moi, écoutez, vous vous souvenez de l'affaire Obus avec Gaston Vidada ou c'est Gaston Vidada. Oui. Mais comment ça s'est soldé? Vidada. Comment ça s'est soldé? N'oublions pas qu'il y avait les mêmes choses. On a vu comment ça a évolué. Donc, ne disons pas, moi je ne suis pas de ceux qui disent que bon, Elliott, tel camp a raison, tel ne l'a pas. Mais tant qu'il y a un contentieux, la meilleure des façons, c'est de pouvoir régler ce contentieux. Oui, mais ce que moi je dis, à la veille des élections. À la veille des élections, est-ce que ça ne va pas en défaveur du parti? Mais ça, à eux d'en juger. À eux d'en juger. Nous analysons. Vous avez vu comment Agboyomé s'est battu pour pouvoir récupérer Obus. Quand Gaston Vidada disait que c'est lui qui allait déclarer Obus, et il a cette possibilité de dissoudre Obus. Vous avez vu comment on a traîné Agboyomé. Maintenant, eux-mêmes, ils se bagarrent là. Gilles Christ, lui, il dit quoi? Bon, c'est ça le double du problème. D'accord. Voilà, je pense que c'est l'essentiel. Alors, il est midi, passé de 2 minutes. Nous allons maintenant passer la parole aussi à nos auditeurs, puisqu'ils nous ont écoutés pratiquement pendant 1 heure de temps. Nous allons leur donner la parole pour se prononcer aussi sur des sujets débattus ici au Club de la Presse. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs. Une entreprise qui souhaite se développer a besoin d'accéder à des informations, analyser un marché, identifier ses prospects, ses partenaires, ses concurrents et bien entendu les contacter sans difficulté. Go Africa Online recense, classe, enrichit et surtout tient à jour des millions d'informations sur le monde des affaires en Afrique au profit des utilisateurs, tant dans leurs besoins personnels que professionnels. Notre plateforme est la première source d'informations sur le monde des affaires en Afrique. Vous voulez accélérer vos opportunités d'affaires sur le continent? Une seule référence, www.goafricaonline.com. Le gouvernement lance le processus d'opérationnalisation de l'assurance maladie universelle avec la CNSS. Vous êtes travailleur affilié à la CNSS, titulaire d'une pension auprès de la CNSS, travailleur indépendant, opérateur de l'économie informelle ou agricole, ministre de culte ou toute autre personne exerçant une activité non salariée, l'assurance maladie universelle vous offre une couverture jusqu'à 80% sur les actes de santé et de médicaments. Avec l'assurance maladie universelle de la CNSS, se soigner n'est plus un souci. Pour toute information, appelez le 83 23. La CNSS, c'est un pour tous et tous pour un. Fine, légère, équilibrée et rafraîchissante, Warsteiner, une bière internationale, prestigieuse allemande, brassée depuis 1753 par la 9e génération de la même famille, est enfin au Togo, sous licence par la Société Nouvelle de Boissons SNB. Warsteiner, bière blonde, 100% malt, brassée selon la loi de la pureté allemande. Warsteiner, la vie dorée, Sikavi, format 50 centilitres à 650 francs CFA. Warsteiner, la vie dorée. Mais où sont passés tes employés? Ah, il y a le salaire à 4 mois. Plusieurs sont partis. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Mon entreprise a été exclue des procédures de passation des marchés pour une période de 5 ans. 5 ans d'exclusion? Oui. Et pourquoi?
j'ai introduit une fausse attestation de bonne fait d'exécution. Et celle-ci a été décelée au moment des évaluations des offres. Le comité de règlement des différends de l'ARCOP a été saisi, ce qui a valu à notre entreprise cette exclusion. Vraiment désolé, mon frère. Après de mes erreurs. Avec l'ARCOP, on avance dans la transparence. 93.5 Canal FM. Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse de ce mardi. Maintenant, nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 22 21 33 74 91 36 63 75. Premier auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Allô? Et il est parti. 22 21 33 74. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, chef. C'est Johannes? Non, c'est Sylvain. Ah, Sylvain. Sylvain, allez-y. Oui. Et je salue tous les confrères qui sont sur le plateau. Et moi, je voudrais poser une question. Ces artistes-là, est-ce qu'ils ne peuvent pas se regrouper dans un syndicat? Est-ce qu'ils n'ont pas un syndicat pour mener leurs activités? Souvent, quand ils décident qu'on organise des choses à l'heure, non, c'est pas du tout bien. Il faut qu'ils se regroupent dans un syndicat et mener leurs activités. Comme vient de le dire un journaliste, il y a des choses qui sont organisées à l'heure, des appels de fonds qui sont organisés à leur faveur. Il faut qu'ils aillent à l'information, ces artistes-là. Pourquoi on n'organise pas des choses après leur décès? Et pour le décès d'Agbéomé Kodjo, franchement, il faut qu'on revoie notre système politique. Soit vous êtes à l'intérieur, vous vous taisez, soit on vous contraint à l'étranger, puis à l'exil, et puis vous disparaissez complètement. C'est pas bien. Ce grand homme devait décéder chez lui. Ça ne nous fait pas l'honneur. Franchement, c'est désolant. D'accord. Merci beaucoup, Sylvain. 22 21 33 114. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Oui. C'est pour participer à l'émission. Oui, le nom c'est Junior. Junior depuis Adido Gomé. Junior depuis Adido Gomé. Junior, allez-y. Oui. Vous venez de dire sur le plateau que Agbéomé c'est un grand homme. Hein? Allô? Allez-y, Junior. Agbéomé n'est pas un grand homme. Agbéomé c'est du gâchis. Il faut corriger. Un grand homme, les œuvres doivent rester. Agbéomé, il est originaire de tout ce qu'on cite qu'il a. Il a brigué des postes, là. Mais la répercussion à Tokyo, c'est quoi? C'est un homme politique, c'est tout, c'est pas un grand homme. Les grands hommes, on peut les distinguer. Tata Blessi, c'est un grand homme, ses œuvres sont à Maceda. Vous prenez Amélie Gabriel, c'est un grand homme, même pas Tana Yassimbe. Ses œuvres sont là, mais Agbéomé, c'est quelle œuvre? Il ne pouvait pas, l'arme qu'il a pu acquérir auprès de RPT Vinir, il ne peut pas tirer encore contre RPT Vinir. C'est pas un grand homme. Corrigez, nous avons des enfants. Merci à vous. Junior, c'est votre avis. Nous faisons aussi notre analyse ici au Club de la Presse. 22 21 33 114. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Le nom c'est? Innocent. Innocent, vous nous appelez de quel quartier? Becpénou. Becpénou. Innocent, allez-y. Oui, je voudrais intervenir à propos de Agbéomé. Je l'avais dit quand Monseigneur Kodjo était décédé. Je dis, on doit garder la mémoire de notre disparu. Donc les démissions comme ça, je crois que ça blesse certains. On ne peut pas mettre notre temps à faire des éloges aujourd'hui à Agbéomé, ni à le discréditer. Non. On salue sa mémoire, point. Au lieu de faire des éloges, comme mon prédécesseur vient de le dire, c'est un grand homme. Donc je ne peux pas qu'on fasse des émissions comme ça. Toutes mes excuses pour mon frère là. Le deuxième point, c'est pour interpeller mon frère Isidore. C'est-à-dire, nous sommes dans le monde politique. Vous allez me dire maintenant qu'à la veille des élections régionales et législatives, le parti CFC
va dire non, nous, on n'en va pas participer à ces élections. Et ça fait 5 ans, 6 ans après. Non. Et puis, il est dans une logique de casser l'USP. Il faut qu'on me dise la vérité. Mon cher résident, si il doit s'entendre sur le minimum, je crois que ça serait la meilleure solution pour sauver le parti. Et après, les problèmes internes vont se régler. À la veille des élections comme ça, vous allez dire que non, on ne va pas participer, ça participe, c'est en 6 ans, alors que l'USP était déjà mourant. Toute majesté. Nous ne mettons pas la passion devant la raison. Bonne émission. Merci beaucoup, Innocent. 22 21 33 114 91 36 63 75, c'est les deux numéros. Ce sont les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Allô? Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, mes directeurs. Oui, Papa Sibiti. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et mon directeur, Sass Gaou. D'accord. Partout il se trouvera. Bon, vous savez, les Togolais sont spéciaux. Moi, ils n'ont pas voté à Gourmet. Ils n'ont voté que le Monseigneur Kodro. Comme quelqu'un venait de le dire parmi vous, après il dit là, normalement c'est ANC, c'est eux. Bon, vous avez fait les éloges, c'est bon. Du Premier ministre, ministre et directeur du port dans le RPT. Il faut connaître sa place dans ce monde. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on dira de la Tchaba Fambaré? Vous connaissez sa poigne. Bon, ce qu'il faut, les jeunes que vous êtes, reconnaissez vos places et votre origine, comme vous l'avez dit Socrate, connais-toi toi-même. Sans décès dehors, celui de Monseigneur, vous avez vu l'hommage et les funérailles là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Sibiti, pour votre réaction. 22 21 33 114. Allô? Oui, bonjour. Ah, nous avons décidément alors du mal à vous écouter. Allô? Ce n'est toujours pas réglé. 22 21 33 114 91 36 63 75. Allô? Oui, bonjour, cher Mali. Bonjour, comment vous allez? Je vais bien chez vous. Ça va aussi. Votre nom c'est? Benoît Dagoué. Benoît Dagoué. Benoît, allez-y. Ok. Moi, j'aimerais rebondir sur les deux sujets que vous avez évoqués. En ce qui concerne nos activistes qui travaillent pour le pays, pour travailler pour le pays et après, l'État les laisse. Est-ce qu'il existe l'État au Togo? Je sais que le président de la République est le chef de l'État. Est-ce que l'État l'État même est là? Par exemple, comme la Côte d'Ivoire vient de gagner la coupe, c'est l'État qui a fait sortir l'argent pour leur donner les villas et les millions. Mais au Togo, bon, je reviens sur le décès de Guillaume Kodjo. Moi, je le dis, quel que soit ce que la personne a fait, on n'est pas à sa place. Laisser le jugement, on est en train de faire des analyses. Dire qu'il n'a pas été un grand homme, il a fait ceci, il a fait cela. Si nous étions à sa place, nous ferons plus que ça. Hein? C'est un homme qui a travaillé, vous avez cité ce qu'il a fait. Si c'est le bien ou le mal, c'est un Togolais. Donnons-lui l'honneur qu'il veut, l'honneur qui lui revient. Et c'est pourquoi je termine par là. En demandant au chef de l'État, son Excellence Fort et Président Nyasingbe, d'oublier le passé, de nous rassembler tous autour d'une table, qu'on s'appelle pour voir comment améliorer notre cher pays, le Togo. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée à toi aussi, Benoît. Allô? Allô, bonjour. Allô? 22 21 33 114. Allô, bonjour. Oui, comment? Oui, ça va, et chez vous? Très bien, bonne émission. Merci beaucoup. Le nom c'est? Monsieur Folie Gagnon. Monsieur Folie Gagnon. Oui, j'appelle de Folie. D'accord, allez-y. Je suis un grand homme. Pardon? Oui, oui. Oui, quand je sache que mon boulot, je suis grand homme. À donner beaucoup pour ce pays. Et on doit rendre hommage. Chacun a son opinion. Donc, à Guillaume, mérite sa place. Quel que soit ce qu'il a fait,
c'est un carton. D'accord. Et c'est malheureux que les Togolais meurent à l'étranger. Et puis en exil, ça doit faire réfléchir vraiment ceux qui nous dirigent. Merci, bonne émission. Merci beaucoup, Folie. Bonne journée. 22 21 33 114. Oui, monsieur Gado, bonjour. Oui, comment allez-vous? Ça va, et chez vous? Ça va très bien. Allez-y. Moi, je demande état généraux des exilés politiques et prisonniers politiques du Togo pour arrêter tous ces morts à l'étranger. Merci, bonne journée. Allez, bonne journée, monsieur Gado, avec son style. 22 21 33 114 91 36 63 75. Allô? 22 21 33 114 91 36 63 75. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, comment vous allez? Oui, je vais bien. Ça va aussi. Le nom c'est? C'est Basile. Basile, ok. Basile, allez-y. Oh, d'entrée, je vais dire, vous avez 3 journalistes, c'est ça? Oui, vous avez commencé par écouter l'émission au début, je pense. Oui, il y a Sam Debo, je pense qu'il y a Eric Johnson. Oui. Et puis, oui, comme ça, vous n'avez plus besoin de poser la question pour gagner du temps. Oui, c'est que je veux même parler. Non, allez-y rapidement. Bon, pour Sam Debo et Eric, là, bon, je ne sais pas ce que vous gagnez dans ce que vous faites là. Je ne sais même pas qu'ils ont eu ces périodes. Basile. Ils ont parcouru. Ah oui, Basile. Oui. S'il vous plaît, nous sommes en train de mener un débat. Et c'est l'analyse alors de chacun. Il est très important que si vous avez quelque chose à dire, dites-le. D'accord. Oui. Je ne sais pas qu'ils ont parcouru tous ces chats-là. Mais pour le décès du Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, tout ça là. Moi, j'avais dit ça déjà dans un autre média. Mais le pouvoir, il est fidèle à sa logique. Il ne fera rien. Monseigneur Faudré était président de HCR parce qu'à un moment donné, il ne veut pas que les Togolais souffrent. Mais comme eux, ils sont dans la logique, il faut que les Togolais souffrent. Et puis, quand ils vont dire, comme ça, comment on appelle les poussins, les poules là, ils vont courir là. Si quelqu'un n'est pas dans cette voie-là, ils vont le manger avec ce qu'ils veulent. Moi, c'est pas ça. Mais je ne veux pas là. Sam Djobo et Eric Johnson là. Ils n'ont qu'à faire ça. Merci beaucoup. Merci Basile. 22 21 33 114. Si nous appelons, il est très important quand même que nous donnons notre avis. C'est très important. On n'a pas besoin quand même d'attaquer un journaliste alors pour ses idées ou sur son analyse. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, mon frère. Comment vous allez? Bien, et vous? Ça va aussi. Votre nom c'est? C'est Patrick. Patrick, allez-y. Je salue tout le monde là-bas. D'accord. Bon, quoi qu'on dise, moi je dis quand même, Père à l'âme de M. Abdoum, c'est un être humain qui nous a quittés. Quel que soit ce qu'il a fait, de bon ou de mauvais, je dis c'est un être humain qui vient de nous quitter. Et je ne sais pas si les journalistes essaient de parler un peu du monsieur, ce qu'il a fait pour ce pays, les rangs qu'il a occupés, c'est vrai, on me dira, il y a certains aussi qui ont occupé ce rang, mais ceux qui ont vécu à son temps sauront ce que les journalistes disent. Pour finir, monsieur Eric, vous pouvez me rappeler un peu le nom du chef de l'opposition du Togo présentement? Mais c'est Jikris Olympio. C'est Jikris Olympio? Tout à fait. Bon, pourquoi je pose cette question-là? Quel est son rôle? Quand on dit que quelqu'un est le chef de file de l'opposition, quel est son rôle dans l'opposition? Parce que je sais que dans un établissement, quand on dit il est major général, au moins il s'occupe des petits problèmes au niveau des élèves. Et si on dit quelqu'un leader, c'est parce qu'il a la tête d'une association qui essaie de régler les contentieux. Maintenant, Olympio, son rôle, comment est-il revenu de position? Et ça, je voulais comprendre. Merci, bonne émission. Merci beaucoup, Patrick. Décidément, M. Jikris Olympio n'est pas ici au plateau pour vous répondre. 22 21 33 114, nous allons recevoir un dernier auditeur. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, comment vous allez?
Oui, ça va. Oui, le nom c'est... Oui, votre nom. Oui, bon, je voulais parler sur mon passé. Oui, votre nom c'est... Il a fait plutôt que vous savez, le début de l'homme, c'est pas que c'est la fin. À la fin, là, il a posé un petit peu de village. Il a vraiment veut changer. Et il s'est campé tout ça. C'est ça qui est l'essentiel. On dit souvent que il a vraiment changé, il veut du changement. Et il nous a dit ça. Moi, je ne fais que le souhaiter. D'accord. Je pense quand même qu'on a du mal à écouter notre ami. On reçoit notre auditeur. Allô? 22 21 33 114. On reçoit un dernier auditeur. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, comment vous allez? Pas mal, et chez vous? Oui, ça va aussi. Votre nom? Camille. Camille, allez-y. Je fais remarquer certaines choses ces derniers temps. C'est pas à qui nous revient la responsabilité. Il y a des autorités qui meurent. Et on avait appris tout petit que quand une autorité décède, le drapeau doit être en berne. Mais il se fait un moment, on perd des autorités, mais quand je vérifie, ça ne se fait pas. Qui doit donner l'ordre et qui doit pouvoir contrôler cet élément-là? Et je le dis avec beaucoup d'amertume, depuis le temps de Agboïbo, d'autres ont suivi, même dans le pouvoir, hein, j'ai pu vérifier, ce n'est pas ça. Et je me pose la question aujourd'hui, et qui doit mourir avant qu'on puisse donner ces informations-là, ces pratiques qui se faisaient dans le temps, dans les établissements. Ma deuxième préoccupation, ça revient au niveau de la HAC. Parce que souvent vos émissions, on dit qu'il peut y avoir équité ou bien équilibre des opinions là. Ça fait un bon moment. Seuls les opposants viennent sur les médias nous expliquer comment eux ils fonctionnent, comment ils veulent prendre le pouvoir. Mais ceux qui exercent le pouvoir, ça fait un bon moment, ils ne nous rendent compte de rien. Et j'en donne pour preuve ceux qui sortent de la législature présente. Les députés qu'on a, c'est-à-dire ils nous ont fait aucun compte rendu de la gestion de ce qu'ils font. La HAC en dit quoi? Et les médias d'État, ils font quoi de ces manquements-là? Et pour ce qui me concerne du décès de Agboïbo, moi j'interpelle tous les opposants qui sont à l'extérieur de revenir au pays. Quelles qu'en soient les conditions qu'on les réserve, je les invite à revenir. Merci. D'accord, merci beaucoup, Komi. Je pense que Komi, c'est le dernier auditeur pour le compte de cette émission de ce mardi. Nous revenons en plateau. Chers confrères, Isidore, nous avons écouté les uns les autres se prononcer sur les sujets. Quelle est votre appréciation de tout ce que les uns et les autres ont dit? Non, c'est chacun a son opinion sur les questions que nous avons débattues ici. Et je vais respecter leur opinion. Tout ce qu'on leur demande aussi, c'est de respecter aussi nos opinions et nos analyses. Les invectives ne servent à rien. Et moi, j'ai été interpellé par un de ces auditeurs. C'est innocent. C'est innocent. Et moi, tu sais, notre boulot, c'est de faire porter des voix, des sans-voix. On sait qu'il y a une crise au sein de l'UFC. Et celui qui s'est senti et berné dans cette affaire sort un communiqué. Je l'ai lu, je l'ai appelé. J'ai demandé si ça provient de lui. Il m'a dit oui. J'ai appelé aussi le chargé de communication de l'actuel bureau. Il m'a dit qu'il y a un confrère dont j'étais ici le nom, il va m'envoyer des éléments que je n'ai qu'à multiplier par 0 le communiqué de l'autre. Non, nous ne sommes pas là pour ça. Il faut faire ressortir les voix dissonantes. C'est ce que j'ai essayé de faire.
Ce n'est pas que je dis que tel a raison ou tel a tort. Et j'ai donné pour preuve ce qui s'est passé il y a de cela une dizaine d'années avec Obu. Quand on a voulu casser Obu, le président s'est efforcé, paix à son âme. Il a repris Obu avant que lui-même ne change Obu à MDPD. MPDD, que j'arrive pas à... Voilà, en tant que journaliste, c'est ce que je peux faire observer et que chacun respecte l'opinion de l'autre. C'est très important. Alors, Eric? Non, mais je n'ai pas compris au fait ce que l'auditeur nous reproche à nous deux, Sam et moi. Mais je dis tout simplement, il faut toujours écouter cette émission avec moins de passion. Parce que ce à quoi vous vous attendez, vous ne l'aurez pas. Parce que nous ne sommes pas là pour dire ce que vous pensez, mais plutôt les analyses que nous faisons par rapport aux sujets qui sont annoncés. Et je crois que fondamentalement, les auditeurs veulent qu'on accule des gens, mais moi, je dis toujours qu'il ne faut pas faire un débat de personnes. Aujourd'hui, Agbéomé, paix à son âme, est décédé. Il a été une autorité dans ce pays. Quel que soit ce qu'il a fait, il faut honorer sa mémoire. Tout le monde peut venir ici dire ce qu'il pense d'Agbéomé, mais le monsieur n'est plus là. Est-ce le moment de mettre encore les couteaux dans le plaies? Est-ce le moment de ressortir tout ce qu'il a eu à faire de mal? C'est pour ça qu'il faut toujours honorer la mémoire des autorités ou des talents, des célébrités dans ce pays. Aujourd'hui, les gens vont tout raconter sur Agbéomé, mais il n'est plus vivant. Les gens vont raconter ce qu'ils veulent. Depuis dimanche, j'entends les gens dire « Je connais très bien Agbéomé, j'ai fait ceci avec lui, j'ai fait cela avec lui. » Mais qui peut nous donner la vraie version? Voilà, c'est pour ça que nous préférons dire ce que tout le monde sait déjà. Et moi, je pense que ma relation avec Agbéomé est différente de la relation de Isidore ou de Sam avec Agbéomé. D'accord. Et donc voilà. Et Sam? Alors moi, je vais joindre ma voix à celle de Eric pour parler de cet auditeur, Basile, qui nous accuse de je ne sais quoi, parce que là, c'est des menaces ouvertes en live. Il nous a menacés. Et moi, personnellement, je me réserve le droit de porter plainte contre lui. Parce que, vous savez, il y a des choses qu'il ne faut pas prendre au premier degré. Au Sénégal, récemment, il y a une dame qui est allée animer une émission et à la sortie qui a été agressée mortellement. On l'a poignardée mortellement. Et donc, ce que monsieur l'auditeur Basile vient de dire, moi, je me réserve le droit de porter plainte contre lui et de l'identifier à partir du numéro duquel il a appelé dans cette émission. Parce que nous venons ici, Isidore l'a dit, nous faisons nos analyses. Nous n'avons pas la science infuse. Nous ne disons pas que nous avons le monopole du savoir. Nous faisons nos analyses sur la base de l'actualité. Maintenant, les auditeurs aussi, quand ils appellent, ils peuvent faire des contributions ou prendre le contre-pied de ce que nous disons. Et je pense que le rappeler à l'ordre. Le rappeler à l'ordre n'est pas suffisant. Et je pense qu'il faut qu'il se ressaisisse. Ensuite, il y a l'auditeur... Il a dit clairement, il faut qu'il fasse attention. Oui, il nous a menacé, sans même dire de quoi il nous reproche. Tu vois? Donc il y a aussi l'auditeur commis qui parlait de drapeau qu'on met en berne et que depuis un temps, les autorités décèdent. Je crois que je suis d'avis avec lui parce que finalement, je ne sais pas si mes confrères savent à quel moment précisément au Togo on met le drapeau en berne, mais souvent c'est quand il y a... on décrète des journées de deuil pour le recueillement, pour la solidarité. Et la dernière fois, je me rappelle, c'est au moment où Nelson Mandela était décédé, le Togo avait mis les drapeaux en berne. Mais ici, il y a des autorités, les anciens premiers ministres, les anciens présidents de l'Assemblée qui décèdent, mais on ne l'a jamais fait. Donc je pense qu'il nous faut des éléments pour venir édifier beaucoup plus les auditeurs. Maintenant, pour terminer, je voudrais faire un coucou. Un carton.
Non, termine rapidement. Je voudrais faire un coucou à Madame Essi, qui aujourd'hui n'a pas appelé, malheureusement, mais souvent, même si je ne suis pas au plateau, qui prend le soin de se rappeler de moi pour me jeter des pics par moment. Donc je lui souhaite un bon appétit. Merci beaucoup. Alors, nous sommes à la fin de cette émission, mais demain, nous allons revenir largement sur la première session ordinaire de l'année 2024 de la 6e législature, qui est en cours même d'ailleurs actuellement au siège de l'Assemblée nationale, et c'est conformément aux dispositions de l'article 55 alinéa 2 de la Constitution. Alors, chers confrères, merci à vous tous d'être passés dans cette émission. Ça fait toujours plaisir d'être avec vous et d'animer cette émission avec vous. Merci aussi à vous, chers auditeurs, auditrices qui nous avez suivis. C'est la fin de cette émission. Merci à Michel Toméga, Géraud Akoucha également, qui a assuré la mise en ligne alors de cette émission. Je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve demain à partir de 11h pour un nouveau numéro de Club de la Presse. Au revoir.